Le Quai d'Orsay rajoute une nouvelle couche au désamour entre Paris et Bamako en annonçant en milieu de semaine dernière la suspension de l'aide au développement de la France au Mali. Annonce inquiétante pour les populations maliennes ou simplement un coup d'épée dans l'eau. Nous évoquons le sujet avec deux personnes ressources invitées au forum de cette semaine. Je vous présente d'abord le révérend Père Pierre Marie-Chanel Affognon. Mon père, bonjour. Bonjour à vous et à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Le père Affognon est aumônier national des cadres catholiques et directeur de l'enseignement catholique, directeur national de l'enseignement catholique du Togo. Il sera avec Sogoyou Kegewe qui est de retour aujourd'hui. Monsieur Kegewe, bonjour. Bonjour Gilles et bonjour mon père, parce que j'estime que c'est pour moi un grand honneur de débattre avec le père Affognon. Il est très connu, très connu, et je prends ce débat aujourd'hui comme ma prière du dimanche, rien que de débattre avec lui. Pourquoi pas. Monsieur Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur, il est avec nous aujourd'hui. Un grand jour, le 20 novembre, le début de la Coupe du Monde, ce qui représente un grand événement dans la vie de cette chaîne New World TV. Oui, la Coupe du Monde, c'est l'événement du siècle pour nous en tant que Togolais. Un tel événement gagné par une chaîne qui est à 100% togolaise, je crois que c'est l'événement du siècle pour notre pays. Je ne crois pas que ça va se répéter 2 ou 3 fois avant la fin de ce siècle. Et malheureusement, il y a des petits malins quelque part qui veulent mettre un peu de sable dans notre gari, mais ils ne vont pas prospérer sur cette voie. Le père, vous vous intéressez au foot également? Bien sûr, je voudrais féliciter, quand j'étais venu en studio, j'ai eu à dire les félicitations pour une chaîne togolaise qui arrive à ce niveau, parce qu'il se fait de bien dans le pays. Nous devons féliciter cela. On ne peut pas être là simplement en train de dénoncer, parce que la vie, c'est aussi les succès qu'il faut célébrer. Et donc, félicitations à votre chaîne. Un match d'ouverture à suivre à partir de 16h temps universel. N'oubliez pas la cérémonie d'ouverture. Match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. À suivre sur New World Sport 1 exclusivement. New World Sport 1 avec au commentaire Ismaël Bouabedela et Benoît Chirou. Une brochette de commentateurs. Nous avons aujourd'hui Salim Bungali Basile Bouli, Bonaventure Kalou, Eric Rabesandra Tana, Stéphane Mbia, Rita Ilunga et puis Patrick Mboma en duplex depuis Doha. Et le plateau est bien garni pour vous servir à partir de 16h sur New World Sport 1 et sur New World Info. Nous vous informerons de l'évolution du match, du score, et de toute l'actualité de la Coupe du Monde. Bienvenue dans le nouveau monde des merveilles. En attendant donc cette cérémonie d'ouverture pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Notre sujet du jour, la France qui annonce la suspension de l'aide au développement au Mali. Mais ce que je voudrais demander d'entrée de jeu à mes invités, est-ce que l'Afrique est réellement pauvre ou c'est un concept qui a été inventé pour nous peindre? Est-ce que vous considérez que nous sommes autant pauvres? Macron disait la dernière fois qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes de grands pauvres, il a dit une grande pauvreté. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette peau? Est-ce que c'est exagéré ou ça peint la réalité à votre niveau? Je commence avec vous, le père Affognon. Merci pour la question. Avant de répondre, je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent et ceux qui sont chrétiens catholiques, leur souhaiter une bonne fête du Christ roi. Comme prêtre catholique, j'ai ce devoir. Et ces propos, malheureusement, ne sont que des situations à dénoncer. Parce que Dieu a voulu l'humanité de façon unique. Et tant qu'on parle d'humanité, ça voudrait dire que chaque personne humaine a une dignité intrinsèque, inviolable. Et que chaque peuple, chaque nation doit être respectée. Et dès qu'une personnalité peut vraiment user de tels propos, je crois qu'il y a à dénoncer. Et j'en viens à la question. Nous ne sommes pas pauvres parce qu'il faut définir la pauvreté. Et pour l'Église catholique, tous les hommes, toutes les femmes, l'humanité tout entière
est pauvre d'une manière ou d'une autre parce que personne n'est tout puissant. Seul Dieu est tout puissant. Chacun a besoin de l'autre. Et donc, si on parle du fait que nous sommes tous pauvres, nous devons vivre un certain détachement pour élever notre âme, d'accord. Mais si on parle de la pauvreté comme un manque de moyens, comme une misère, et l'attribuer à des peuples, à des nations de cette façon, je trouve que c'est erroné. Je trouve qu'il faut dénoncer ça. Et à dire vrai, nous avons nos richesses. Et quand nos richesses culturelles sont là, nos richesses en tant que bien au niveau matériel existent. Et je crois que, avec tout le respect que j'ai pour le chef d'État français, je crois profondément que lui-même et tout le staff de la République française, ils savent ce qu'ils prennent aux peuples africains. Et justement, la doctrine sociale de l'Église dénonce ces genres de situations. Il est dit clairement que les relations à l'international doivent être basées sur la vérité, la justice, la solidarité, la fraternité. Et dès que l'injustice prend la place, dès que la manipulation se substitue à la vérité, et dès que la solidarité devient une réalité unilatérale où on veut soumettre d'autres pour montrer une certaine hégémonie, il y a problème. Et l'Église ne peut que dénoncer ça. Ouais. Monsieur Sogoyo Kegewe, les Africains sont-ils pauvres ou sont-ils appauvris? Oui, Gilles, je crois qu'il faudrait, quand on parle de l'Afrique aujourd'hui, vraiment distinguer. Parce que, à force de parler de l'Afrique, il y a des gens qui, quand ils ne connaissent pas l'Afrique en Europe, en Amérique, qui croient que l'Afrique c'est un pays. Donc ne soyez pas étonnés quand vous êtes dans un pays en Europe, que vous dites je suis du Togo, quelqu'un vous dit ah moi j'ai un ami tanzanien, est-ce que vous ne vous êtes pas rencontrés la dernière fois? Parce qu'ils croient que l'Afrique c'est un pays. Il faudra qu'on explique aux gens ce qui se passe. Il y a d'abord l'Afrique du Nord, avec les Arabes, que je peux appeler l'Afrique blanche. Quand vous allez à Tunis, vous allez à Rabat, vous allez à comment on appelle ça, à Tripoli, vous allez au Caire, mais ça n'a rien à envier aux villes françaises. Ça, c'est l'Afrique blanche. Maintenant, vous venez en Afrique au sud du Sahara, qui part depuis la Mauritanie jusqu'en Somalie. Et dans cette zone négro-africaine, où nous sommes noirs, il y a aussi à distinguer. Les pays sont naturellement riches, ils ont tout pour être les meilleurs du monde, les plus riches du monde. Mais dans cette zone, il faut distinguer entre les pays noirs africains qui ont eu la malédiction d'être colonisés par la France et les pays noirs africains qui ont eu la bénédiction d'être colonisés par les pays comme l'Angleterre. Pourquoi je parle de bénédiction et de malédiction? Mais la France n'est pas le seul pays européen qui a colonisé l'Afrique. Mais c'est la France qui a mis un système sur place pour que les pays noirs africains les plus riches deviennent les plus pauvres, les plus miséreux. Grâce à la France, je dis grâce à la France, prenez ça comme vous voulez, les pays noirs africains, surtout dits francophones, à l'indépendance, nous étions des pays sous-développés. Nous sommes devenus des pays pauvres. Nous sommes devenus des pays pauvres très endettés. Tout ça avec l'aide de la France, le soutien de la France généreuse. Et aujourd'hui, on ne le dit pas, nous sommes devenus des pays très pauvres et très endettés à vendre. Voilà. Nous sommes tellement misérables que nous sommes à vendre. Alors quand on vend, les clients se présentent. Et les clients qui se présentent aujourd'hui pour acheter des parts entières de l'Afrique noire francophone, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Turcs, il y a les Indiens, il y a les Coréens, il y a les Américains, il y a les Canadiens, on ne le dit pas assez. Les Canadiens sont impliqués dans l'exploitation minière dans tous les coins de l'Afrique noire et de l'Afrique noire francophone. Personne ne les cite. Mais la russophobie et la poutinophobie ont rendu Emmanuel Macron autiste à tel point, mais les Russes n'ont fait aucun mal aux Français. Pourquoi Macron ne dit pas, ne dénonce pas tous les sales coups que les Américains lui font? Pourquoi il a pris toute la France pour en faire une serviette de l'Amérique? Il y a le marché des centrales nucléaires en Pologne. La France était sûre de les gagner.
À la dernière minute, c'est Westinghouse, une société américaine. La France avait déjà le marché signé entre les mains des Australiens pour fournir les sous-marins. Un bon matin, les anglo-saxons coalisés, c'est-à-dire l'Amérique, l'Angleterre, le Canada, l'Australie, qui était d'ailleurs l'acheteur, la Nouvelle-Zélande, tout ce qui est anglo-saxon, se sont coalisés pour arracher le pain que la France apportait déjà à la bouche, pour le lui arracher. Elle ne dit rien. Parce que François Macron, c'est un poltron, c'est un couard. Il ne peut pas parler. Il a pris les pays, l'Europe, pour vendre à l'Amérique. Il ne peut rien dire. Toujours Poutine, 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 à tel point que aujourd'hui on nous parle de Wagner. Mais Monsieur Kegewé, mais je voudrais revenir à ce que vous disiez, à votre développement. Le fait de considérer la situation des Africains comme étant un phénomène imposé de l'extérieur, est-ce que c'est pas un raccourci difficile à accepter? Le raccourci, la seule personne aujourd'hui dans le monde, devant la géopolitique, celui qui pratique les raccourcis, c'est celui qui, devant toutes les misères que nous inflige la France depuis le temps précolonial, colonial et soi-disant indépendant, qui passe son temps à dire « Ah, c'est la Russie ». C'est lui qui prend des raccourcis. Je ne prends pas des raccourcis. Je crois qu'un chef d'État comme celui de la France devait avoir autour de lui des historiens pour lui expliquer certains faits. Donc, laissez-moi continuer en disant que si la France a réussi la prouesse de faire de ses colonies les plus pauvres, les plus endettés, et aujourd'hui pratiquement à vendre aux premiers venus, mais elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. L'Allemagne aussi a colonisé des pays. L'Angleterre a colonisé, le Portugal. Mais écoutez ce que la nouvelle première ministre d'Italie dit, Meloni. Elle avait toujours dit que la France exploite, c'est pas moi qui le dis, hein, je peux vous lire le passage, exploite ces soi-disant colonies. Et c'est ça qui déverse des milliers de nos petits frères sur la route de l'exil et qui vont mourir dans la Méditerranée. Des Européens le disent. L'Italie même avait colonisé. L'Italie a colonisé l'Éthiopie. Mais un autre pays colonisateur dit ça à la France. Mais ça ne dit absolument rien à Macron. Et il continue de gesticuler toujours. Il n'a que du mépris pour les Africains. L'aide française, parlons-en. Puisque l'aide a réussi à nous rendre aussi pauvres. L'aide, on va revenir sur ce chapitre. Le temps de demander au père Afognon la responsabilité de l'Église dans la colonisation de l'Afrique et finalement de l'exploitation de ses richesses. Est-ce que le loup de la colonisation n'est pas rentré dans la bergerie par le christianisme qui a été amené en Afrique? Merci, c'est la thèse d'un certain nombre. Mais je crois qu'il faut distinguer le colon et le missionnaire, même s'ils ont voyagé sur le même bateau, et même si quelquefois, étant du même pays, fils et filles du même pays, on a pu dire qu'ils avaient la même mission. Je prends l'école catholique au Togo, venait de célébrer, pas plus tard qu'hier, 130 ans de son existence. Et on sait que les missionnaires allemands, SVD, étaient venus chez nous le 27 août 1892. Et tout de suite après, ils ont créé une école. Et déjà le 28 septembre, il y avait 25 élèves qui ont commencé en 1992, bien sûr. Et quand vous allez dans les livres d'histoire qui sont rédigés par des historiens de renom, il est dit que c'est le missionnaire allemand qui s'est opposé aux colons allemands pour que, par exemple, nos langues locales soient sauvegardées. Et voilà pourquoi ils ont dû travailler pour mettre en place l'alphabet et commencer l'école dans nos langues maternelles. C'est un signe qu'on ne visait pas la même chose. L'Allemagne a voulu imposer une langue qui est l'allemand, mais le missionnaire a compris qu'il faut respecter la culture locale. Et une culture, c'est aussi la langue. Ils ont fait ce travail, la guerre est venue, ils sont partis. Mais quand le colonisateur français est venu, ils ont dû prendre un acte interdisant l'éducation, par exemple, dans les langues locales. C'est historique, hein, les documents existent. Donc, il y a comment
une confusion. Chaque fois qu'on parle, on dit, bon, le missionnaire, lui, il a tout fait pour enlever nos richesses. Mais est-ce qu'ils n'ont pas facilité la tâche à la colonisation? Moi, je me rappelle encore du discours d'un certain roi belge au Congo, mais ce qu'il a dit aux missionnaires, c'est carrément, comment on va l'appeler, un cri de guerre pour exploiter l'Afrique à travers la religion. Tout à fait, mais combien de missionnaires avaient l'occasion d'écouter ce qu'on retrouve dans l'archive du roi belge? C'est pas comme aujourd'hui où on peut communiquer aussi facilement. Ouais. Et quand les missionnaires partent, c'est pas le roi belge qui les envoie. Hein. La preuve, il y a eu des missionnaires de tous les pays. Et le roi belge, certes, il a dit des choses, et pour le Congo démocratique particulièrement, mais le roi belge n'est pas l'autorité première de ceux qui partent en mission. La preuve, c'est que beaucoup de colonisateurs, quand ils sont venus, ils sont restés dans leur palais. Hein. Ils ont eu les protections nécessaires. Ceux qui sont allés soigner les malades dans les maisons, ceux qui ont eu le souci de transmettre l'écriture aux enfants pour qu'ils comprennent leur langue et puissent compétir, ceux qui ont été avec nos populations, ce sont les missionnaires. Voilà pourquoi ils vont... C'est pas le colon qui va installer les premiers dispensaires, hein. C'est pas son souci. Lui, il est venu exploiter. Mais c'est les missionnaires qui vont dire, mais il faut s'occuper de la santé des gens. Et des fois même, c'est les missionnaires qui se sont opposés à certaines formes de traitement à l'endroit des populations locales. Et ça, c'est des vérités historiques aussi. Il se peut que des missionnaires ont failli. Ça, on ne peut pas le nier. Certains ont dû faillir en faisant alliance avec le colonisateur. Surtout qu'à l'époque, la religion et l'État avaient une seule tête. Non, déjà, il y avait une forme de séparation, mais la religion avait encore... Et au Togo, je prends encore un autre exemple. Quand Monseigneur Sessou avait demandé, par exemple, aux colonisateurs français de payer les enseignants de l'école catholique, mais il a dit tout de suite non, au nom du principe de la séparation de l'État et de l'Église. Et pourtant, les écoles qui étaient dans les villages, c'était à l'époque les écoles catholiques. L'unique école qui pouvait former professionnellement, c'était l'école professionnelle de Lomé. Le colon n'a rien créé dans ce sens, puisqu'il est venu piller. Ceux qui ont pu créer des choses, qui ont permis quand même aux populations de pouvoir s'émanciper, c'est le missionnaire. Et vous allez voir que les premiers qui ont fait tout un travail pour les indépendances, si vous voyez la plupart, c'est des gens qui ont été outillés par les missionnaires, au niveau intellectuel et autres. Des missionnaires ont emmené des personnalités de chez nous qu'ils ont dénichées en Europe pour faire les études. Parce qu'ils estiment qu'il faudrait que les populations locales puissent contrecarrer les choses. Et il serait intéressant qu'un historien, je ne le suis pas, puisse nous montrer un jour l'apport des missionnaires en relation avec nos indépendances. Parce que prenez chaque leader de ce temps, vous verrez que dans l'ombre, il y a eu un missionnaire qui lui a transmis quelque chose, qui lui a dit que la personne humaine est une valeur, que la liberté est une valeur, que la vérité est une valeur, que l'amour du prochain est une valeur. Le colon n'a jamais dit ça, il ne le dira jamais. Aujourd'hui encore, il continue de piller l'Afrique. C'est pas eux qui vont dire que ce n'est pas bon de se tourner vers le bien. Mais, excellent. Est-ce que vous voyez un distinguo entre la colonisation politique et ce que d'autres considèrent comme une colonisation vous savez, je suis devant un homme de Dieu. Vous pouvez dire la vérité, après vous avez le temps de vous confesser. Il en sait plus que moi, donc je ne peux pas mener un débat avec lui et ce n'est pas le thème du jour. Ce que je voudrais dire, ce que les colons ont fait depuis le début, les colons missionnaires ou militaires ont fait en Afrique jusqu'à ce jour, je préfère ne pas en parler. Parce que s'il faut parler de ce que les missionnaires ont fait, je ne veux pas que le père Afonio quitte le débat avant la fin. Ce n'est pas un problème personnel, je ne vais pas en parler. Mais, je vais dire ceci. Prenez un pays comme la Corée du Sud, qui est aujourd'hui au sommet du développement économique et scientifique. Il a été christianisé et aujourd'hui, ils ont une très forte colonie chrétienne là-bas. Qu'est-ce que je veux dire en citant la Corée du Sud? Je veux dire que nous devions faire face à l'Église d'aujourd'hui et dire à l'Église de cesser d'endormir les populations
avec le Valium, des discours disant Jésus fait tout, Dieu fait tout, il faut pleurer, si vous êtes pauvre, vous irez au paradis, qu'il faut arrêter ça. Moi, j'ai apprécié à sa juste valeur ce que Monseigneur Bariga a dit la dernière fois, pour nous faire comprendre que les prières ne suffisent pas. L'Église catholique a aujourd'hui encore un très grand rôle à jouer dans le développement de nos pays, s'ils acceptent de faire comprendre aux gens que ce qui libère, ce qui développe, c'est le travail et non des bondieuseries qu'on distribue à tour de bras. Et pire que l'Église catholique, il y a des gens qui vendent des miracles. On a construit des baraques dans la ville qui sont de véritables usines à miracles. Pendant qu'aujourd'hui, dimanche, nous sommes ici, des gens sont en train d'hurler, de promettre l'impossible. Tu es malade, on ne t'amène pas à l'hôpital, on te laisse mourir parce qu'on fait venir un soi-disant pasteur qui hurle, qui gesticule pour te guérir jusqu'à ce que tu meurs. Donc, Gilles, on ne va pas parler de Dieu aujourd'hui, de l'Église aujourd'hui. Et moi, peut-être je ne vous l'ai jamais dit, je suis un ancien du collège Chaminade. Je sais ce que je leur dois. Je ne vais pas venir ici cracher dans la soupe quand même. Ça ne se fait pas. Si je fais ça, moi je suis kabien. Chez nous, si tu craches sur ton bienfaiteur, tu encours une malédiction que tu t'es infligée à toi-même. Il ne faut pas dire à un tel m'a maudit, mais c'est toi-même si tu craches sur ton bienfaiteur. Nous n'avons pas cette culture de cracher dans la soupe de ceux qui nous ont aidés dans notre vie. Mais le débat sur l'Église peut être mené à d'autres niveaux, à d'autres occasions. On va demander à l'Église d'aider les hommes politiques, non pas en les prenant en contre-pied, mais en les éclairant et en éclairant aussi les croyants sur la nécessité d'être disciplinés, sur la nécessité de travailler, sur la nécessité d'aimer son prochain. Ce n'est pas parce que quelqu'un est politicien que je ne vais pas l'aimer. Si tu fais la politique, tu es mon ami, tu es mon ami. Si tu es religieux, tu es mon ami, tu es mon ami. Si tu es athée, athée, personne n'est athée d'ailleurs en Afrique, tout le monde croit en Dieu. Si tu n'es ni catholique ni musulman comme moi, mais je t'aime. Voilà. Mais, Père Afanion, je voudrais vous donner quelques minutes pour nous faire la relation entre la religion et le développement. Mais en principe, est-ce que le christianisme ne veut pas conduire à l'abondance, à la richesse? Pourquoi, malgré autant de multiplication d'églises, aussi bien catholiques que charismatiques, la pauvreté continue de s'étendre en Afrique? Est-ce que vous avez échoué dans votre rôle? La religion est-elle devenue l'opium, effectivement, du peuple? Oui, quand on voit l'histoire même de l'Église, déjà en Europe, les gens ne le disent pas assez. Mais Saint Benoît, déjà au VIe siècle, avait pour devise « Ora et labora », prie et travail. Donc l'Église catholique n'a jamais enseigné à quelqu'un « Tu croises les bras, tu pries et tu as les solutions ». En tout cas, toutes les doctrines de l'Église catholique sont claires. Vous prenez le catéchisme de l'Église catholique, il y a tout un paragraphe sur le travail, pas seulement la prière. Vous prenez la doctrine sociale de l'Église, qui sont des documents qu'on peut trouver qui disent qu'est-ce que l'Église enseigne. Donc, l'Europe même a connu un développement humain grâce au monastère. Les historiens doivent le dire. Le moine passe 8 heures à prier, 8 heures à travailler, 8 heures à se reposer. Et gare à lui s'il prend le temps du travail pour la prière. L'exemple des moines de Zobégan. Oui, les bénédictins, par exemple, qui sont des fils de... Mais les historiens qui nous écoutent, peut-être un jour il faut les inviter pour montrer comment les moines et les personnes consacrées ont travaillé pour le développement humain intégral de l'Europe. Donc, et chez nous, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, je ne connais pas, il peut y en avoir, mais s'il y en a, c'est une erreur qui encourage les fidèles à ne pas travailler et à prier seulement, et il y aura les solutions. Et c'est quoi alors le problème de l'Afrique? Est-ce que c'est le reniement des valeurs spirituelles endogènes pour une forme de colonisation spirituelle, on va dire aussi, hein? Oui. C'est quoi Celui qui renie les valeurs endogènes de l'Afrique serait en contradiction avec la foi catholique. Parce que... Merci. Oui, parce que l'Église elle-même encourage, théologiquement parlant, à ce qu'on appelle l'inculturation. L'inculturation voudrait dire quoi? Nos ancêtres savaient que, par exemple, si tu fais l'avortement, tu as porté atteinte à la vie. Tu dois te purifier. Mais c'est une vérité qui est déjà dans nos cultures. L'Église ne nous apporte rien en disant que l'avortement est une mauvaise chose. Nos ancêtres savaient que s'il y a un pauvre et que tu l'exploites,
mais tu es un sorcier. C'est ceux-là qu'on appelle dans nos cultures un sorcier. C'est quelqu'un qui est là seulement pour faire le mal. Nos cultures savaient que pour se développer, il faut faire le bien. C'est le message évangélique qui nous vient. Mais on ne doit pas croire aussi que dans nos cultures, il n'y a que des éléments positifs. Chaque culture a quelque chose qu'on peut appeler une forme de tare culturel. C'est cela que le Christ vient illuminer. Par exemple, quand nous prenons le principe d'aimer son prochain, mais dans nos cultures, le prochain peut être celui qui parle ma langue, celui que je connais. Ça peut être mon clan. Or, dans le christianisme, le prochain, c'est même l'Indien que je ne connais pas. Mais quand on se rencontre, je dois lui donner sa dignité de personne humaine. Vous voyez, cet élément, par exemple, va davantage nous fédérer. Si on veut vraiment aimer le prochain, on ne dira plus tel que mon frère avec qui je débat, il est Kabiet, donc quand je dois parler, je pars de là-bas. Non, je pars du fait que c'est un homme qui a de l'expérience, c'est un ancien ambassadeur, ce qu'il dit, je l'écoute, ce qui est positif dans ça, je prends. S'il y a quelque chose que je dois dire et qui peut nous aider davantage, nous pouvons composer ensemble. C'est fondamental. Donc, si quelqu'un se dit chrétien, catholique, et qui ne connaît pas ces valeurs endogènes, c'est un aliéné. Oui, mais ce que vous dites, c'est très intéressant à écouter, mais l'évangélisation en Afrique, dans les temps anciens, a commencé par la destruction du Dieu africain. C'est comme ça la mission que certains ont reçue. Gilles, mon père a parlé des monastères. J'ai vécu en Allemagne. J'ai visité les monastères. Ici au Togo, j'ai visité le monastère de Djobega. J'ai visité celui d'Agban, qui est au nord, à côté de Kara. Je vais vous dire ceci. En Europe, c'est les monastères qui font les meilleurs vins, les meilleures confitures, les meilleurs fromages, les meilleures bières. C'est le monastère. Ils ont encouragé l'agriculture. Aujourd'hui, nous aurions même intérêt à signer des accords. Non pas avec de soi-disant ingénieurs français qui arrivent ici en cravate, costume cravate, mais avec des moines dans des monastères pour venir apprendre à nos jeunes agriculteurs comment on fait la conservation des produits agricoles. Cela nous avancera. Mon père a dit quelque chose quand ce qui concerne les rapports église et culture endogène. J'ai applaudi. Je crois que si nous allons sur cette piste, nous approchons de la solution, à savoir que l'Église catholique ne doit pas être la négation de nos croyances traditionnelles. Notre croyance doit être peut-être purgée de certaines choses. L'Église catholique, elle aussi, parce qu'il faut se mettre dans l'air du temps. Aujourd'hui, quand le pape voyage, il ne se fait pas mettre sur un âne, comme faisait, disons, celui dont il se réclame Jésus-Christ, mais il monte dans un avion. Donc, le temps nous oblige à changer certaines choses dans les faits, dans la pratique, dans la parole. Donc, je crois que, comme je l'ai dit, ce n'est pas le débat du jour. Je ne veux pas trop m'impliquer, mais l'Église, je l'ai dit, qu'elle a un rôle primordial à jouer dans le développement de notre pays, puisque nos populations croient tout ce que dit l'Église, que l'Église en profite pour leur inoculer le sens de l'effort, le sens de la discipline, le sens du travail. Ça sera très bien pour nous tous. Le sens du vrai amour du prochain, dont parle la Bible. L'amour de l'autre joue un rôle important dans la Bible. Donc moi je crois que l'Église nous aidera, nous sera très utile, et les praticiens des cultures endogènes, dont je fais partie, apporteront leur contribution, et c'est comme ça que nos pays vont avancer. Pas seulement le Togo, tous nos pays africains noirs. Puisque vous posez la question, pourquoi nous n'avançons pas? Nous n'avançons pas parce que nous avons une mauvaise interprétation de la foi. L'Europe a été développée par l'Église catholique. Pourquoi il y a eu des guerres de religion interminables, hein, des guerres de 30 ans, des guerres de 100 ans, parce que les gens avaient des opinions différentes les uns des autres, mais ceux qui ont fait de l'Église un instrument de développement ont eu le dessus, et voilà où se trouve l'Europe aujourd'hui par rapport à nos pays. Alors, les téléspectateurs nous diront tout à l'heure dans la seconde partie de New World Forum ce qu'ils pensent de ce débat. Cette première partie qui nous permet de cerner un peu les causes du sous-développement du continent. Le contact, je vous le rappelle, plus 228 96 46 10 31. Les messages via WhatsApp, plus 228 96 46 10 31. Écrivez-nous, posez vos questions à nos deux invités aujourd'hui, le père Pierre
Marie-Chanel Afognon avec Sogoyou Kegewe. Eh bien, pour revenir à notre débat, mon père, je voudrais qu'on revienne maintenant à la problématique de l'aide au développement de l'Occident vers l'Afrique depuis 60 ans, mais les choses n'ont pas beaucoup changé. Quel regard portez-vous donc sur ces concepts d'aide au développement? Merci beaucoup. L'aide au développement comme concept doit être exploré par ceux qui sont spécialistes en économie, en sociologie. En sociologie et autres. Pardon, ce n'est pas mon cas. Mais ce que je sais, c'est que l'Église enseigne qu'aucun pays ne peut connaître un développement si la dimension endogène du travail et d'une organisation politique conséquente n'existe pas. Et là, l'Église l'enseigne clairement dans la doctrine sociale de l'Église. Et il y a tout un chapitre, le chapitre 9 de la doctrine sociale de l'Église parle des relations internationales. Qu'est-ce que l'Église dit de la communauté internationale? Et aussi, dans un document que nous appelons le Concile Vatican II, il y a une constitution pastorale que nous appelons Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, qui a même donné des règles. Par exemple, quand je prends le numéro 86 de Gaudium et Spes, il est écrit « Les nations en voie de développement auront très à cœur d'assigner pour fin au progrès le plein épanouissement humain de leurs propres citoyens, et cela d'une manière explicite et non équivoque. Elles se souviendront que le progrès prend sa source et son dynamisme avant tout dans le travail et le savoir-faire des pays eux-mêmes. Car il doit s'appuyer non pas sur les seuls secours étrangers, mais en tout premier lieu sur la pleine mise en œuvre des ressources de ces pays, ainsi que sur leur culture et leurs traditions propres. En cette matière, ceux qui exercent la plus grande influence sur les autres doivent donner l'exemple. Je viens de citer un document de l'Église, signé du pape Paul VI, Saint Paul VI. Le document s'appelle Gaudium et Spes. En français, l'Église dans le monde de ce temps, c'est le numéro 86, le premier paragraphe. Pour dire que aucun pays ne peut se développer sous prétexte qu'il y a l'aide. C'est exactement comme si moi, Père Afognon, j'estime que comme prêtre, si je dois être épanoui, je dois toujours penser au fait que quelqu'un va me donner l'argent. C'est vrai, le prêtre vit de la providence, mais le prêtre travaille. Moi, j'ai mon travail de chaque jour, qui n'est pas un travail de 8 heures par jour. Dieu seul sait à quelle heure je me couche, à quelle heure je me lève. Mais c'est du travail qui se fait, non pas d'abord pour l'argent. Mais peu importe si le travail apporte directement de l'argent ou non, pour nous qui sommes prêtres, mais notre développement même souffre si nous devons dépendre d'une autre personne. Il n'y a aucun être humain au monde, personnellement, qui puisse atteindre un niveau de développement personnel s'il dépend des autres. C'est la même chose pour les pays. Et l'Église l'enseigne clairement. Et ceux qui sont là, je suis d'accord avec mon frère, en train de faire croire aux gens que nos pays vont se développer parce qu'on a jeûné 20 jours, parce qu'on a prié, parce qu'on a un homme charismatique qui peut faire des miracles. C'est des chemins sans issue. Et je suis entièrement d'accord avec lui que nous devons être ensemble pour dénoncer ça. Nous devons nous mettre au travail. Ora et labora. Prie et travaille. Si tu pries, tu ne travailles pas, tu es un paresseux. Et Saint Paul a dit, dans sa lettre, deuxième lettre aux Thessaloniciens, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Et il dit, on observe parmi vous des gens affairés sans rien faire. Nous leur intimons l'ordre d'aller travailler. Et ce qu'ils vont gagner, qu'ils le partagent avec les pauvres. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous devons actualiser tout ça. Tout ce que je viens de dire, si on prend le 9e chapitre de la doctrine sociale de l'Église, mais c'est des éléments qui sont suffisamment précisés. Mais combien de chrétiens catholiques ont lu ces documents? Combien sont dans les églises qui ont pris le temps
d'aller visiter tout cela et de l'intégrer dans le fonctionnement. C'est là le problème. Oui, monsieur l'ambassadeur, je me souviens d'un devoir en sociologie du développement, on nous demandait ce que nous pensions de l'aide au développement. Moi, j'avais argumenté que la seule façon de développer l'Afrique, c'est de couper l'aide au développement, c'est d'arrêter cette affaire. Non, ce n'est pas qu'il faut arrêter. Mais il faut savoir de quoi on parle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a été rasée. Des villes comme Dresde en Allemagne, des villes comme Berlin, Ludwigshafen, des villes ont été rasées jusqu'à la fondation. Des gens, les peuples, les survivants étaient affamés. Les gens se promenaient dans la rue avec des couteaux pour couper les animaux morts, pour aller préparer et manger. C'est là que les Américains sont intervenus avec le plan Marshall. Une aide massive. Et aujourd'hui, l'Europe est la vitrine du monde. Est-ce que les Américains vont demander aujourd'hui aux Français, aux Anglais de payer, de rembourser l'aide du plan Marshall? Dites-moi pourquoi la France nous harcèle aujourd'hui avec l'impôt colonial. Dites-moi. Comment elle veut qu'on se développe si on doit lui payer des bâtiments, des ponts qu'elle a fait qui sont aujourd'hui en ruine, qu'on doit continuer à payer ça? Pourquoi nous acceptons ça? Est-ce que les Américains ont obligé les Français, les Anglais, les Allemands à adopter leur monnaie, à imprimer leur monnaie et à garder par devers eux plus de la moitié? Et quand ils veulent, cette moitié qu'on nous a volée, placée dans des comptes, produit de l'argent, les intérêts, et c'est les miettes des intérêts de ces intérêts qu'on vient nous distiller ici et qu'on appelle l'aide au développement. C'est l'aide à l'esclavage, et c'est cette aide-là qu'on doit refuser. Oui, mais pourquoi nos pays acceptent et parfois même tendent régulièrement la main pour bénéficier de cette aide? Mais on t'a tout pris, même dans ton pays, tes sociétés ne t'appartiennent pas. Tu es affamé, tu acceptes tout. Si tu me voles 1 million et demain matin je meurs de faim, tu me donnes 25 francs, je peux acheter à pain au bord de la route pour manger, je suis obligé d'accepter les 25 francs, sinon le lendemain je suis mort de faim. Et toi tu n'auras même plus quelqu'un à qui voler 1 million. Donc nous survivons pour les enrichir. Nous acceptons, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Est-ce que nous avons le choix? Quelle aide au développement? La question était sur le Mali. Je ne suis pas malien. Je n'ai pas encore entendu la réaction officielle du Mali à cette rupture de l'aide au développement. Mais je dis, ouf, le Mali est sorti du piège. Le Mali a l'occasion aujourd'hui de se développer. Mais la France ne peut pas refuser l'aide au développement au Mali si elle ne rend pas au Mali ses réserves à la Banque de France. Si elle n'arrête pas de kidnapper la moitié des devises du Mali. Oui, mais est-ce que là, c'est une double, une triple, une quadruple escroquerie. Est-ce que les devises du Mali ne sont pas déjà rapatriées à la BCEAO? Quelle BCEAO? La BCEAO, c'est qui? C'est Macron. Quand Macron a voulu, vous parlez de la rupture de l'aide française au Mali ne fait pas autant mal que quand la France a imposé les sanctions de la CEDEAO au Mali. Est-ce que vous comprenez? Les sanctions de la CEDEAO font plus mal au Mali que la rupture de l'aide de développement de la France. C'est du n'importe quoi. Mais la France a réussi. Avec qui? Avec le président d'alors de la CEDEAO, notre voisin, qu'on respecte beaucoup, mais malheureusement, c'est un des pires valets de la France, Akufo-Addo, pour sanctionner le Mali. Pourquoi sanctionner le Mali? Alors, quand un pays qui a imposé des sanctions criminelles à la France, au Mali, ne va pas venir nous parler aujourd'hui de l'aide au développement. La France ne va pas nous dire que pendant qu'elle a imposé ces sanctions criminelles au Mali, elle donnait encore l'aide au développement au Mali. Quelle aide à quel développement? Qu'on me dise. Mon père, est-ce que, à votre avis, en observant les choses, est-ce que les pays africains ne demandent pas trop, aussi bien les pays que les hommes, quand vous prenez les Africains, surtout au sud du Sahara, la culture je ne veux pas l'appeler mendicité, mais de tendre la main, ça vient d'où? Mais vous savez, nous avons eu des moments de télescopage historique. On ne peut pas les nier, ça fait partie de notre histoire. Par exemple, il y a beaucoup de gens et d'un niveau culturel très élevé, mais qui vont dire, ah, si mon enfant ne fait pas
telle université en France, socialement, je n'ai pas réussi. Ça, par exemple. Donc, c'est une forme c'est un événement historique qui a installé ça chez nous. Et des fois même, on le voit chez certains religieux. Un prêtre qui a fait une thèse à Rome, ou qui a fait une thèse à Paris, ou qui a fait une thèse, je ne sais pas quoi, ben, peut-être qu'il a une certaine fierté. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Nous devons cultiver l'amour de notre pays, l'amour de nos valeurs, l'amour, c'est important. L'amour de nous-mêmes. Hein. De nous-mêmes. Ce qui est bien chez les autres, l'Église l'enseigne, l'humanité, je l'ai dit au début, elle est une. Donc, ce qui est bien chez les autres, nous devons en profiter. Ce qui est bien chez nous aussi, les autres doivent en profiter. Parce que c'est clair, nous descendons tous du même ancêtre. Donc, nous avons en commun l'humanité. Mais nous avons à faire un travail sur nous-mêmes. Et ça passe par l'éducation. Vous savez, je suis dans mes tournées, souvent quand j'entre dans un établissement, je dis, ben, j'ai une liste pour que ceux qui vont être meilleurs puissent travailler dans le pays parce qu'il y a des postes. Est-ce qu'il y a des élèves qui sont intéressés? Bon, tu vois quelques-uns qui lèvent la main. Je dis, bon, la direction nationale, en blaguant, eux, ils prenaient au sérieux. La direction nationale de l'enseignement catholique a une possibilité de bourse et d'études à l'extérieur pour les meilleurs qui sont intéressés, toute la classe. Ça dit quoi? Ça dit que nous-mêmes, nous estimons que nos pays, nos valeurs, et nous n'existons et nous n'avons de valeur que par rapport à l'autre. Et vous savez ce que les Occidentaux font, et ça c'est partout, hein. Quand ils trouvent un Africain qui est clair, qui a des choses, ils lui font la cour pour qu'ils soient en Europe. Je sais de quoi je parle. Ils font un effort pour accepter, apporter notre contribution ici. On connaît bien ce discours qui dit immigration choisie. L'immigration choisie, c'est quoi? On nous prend les vrais cerveaux, les ingénieurs qui peuvent impacter quelque chose, les grands spécialistes en santé. Il faut voir le nombre d'Africains et même des Togolais qui sont des enseignants dans des universités en Europe et en Amérique, au Canada, qui ne peuvent même pas apporter des éléments ici dans le pays. Mais une fois que nous avons dit ça, nous avons le devoir au niveau de nos pays de mieux nous organiser. Et là, nos politiques doivent faire cet effort. Parce que les gens ne viendront pas, nos compatriotes ne viendront pas dans nos pays pour souffrir ou investir et devenir les plus miséreux. Vous savez, moi, j'ai encouragé des jeunes à revenir au Togo. Des fois, quand je fais le bilan avec eux, ils me disent, mon père, sans vous mentir, c'est trop difficile. Les conditions ne sont pas réunies. Il faut toujours connaître quelqu'un. Comme disait, je ne sais plus si c'était Jerry Tama, au Togo, si tu n'as personne, ben, tu ne peux pas. Il faut avoir toujours quelqu'un. Je pense qu'au niveau social, au niveau politique, ce travail doit se faire pour qu'on puisse positionner nos talents, donner la fierté à quelqu'un que quand tu reviens dans ton pays, mais vraiment, tu peux réussir aussi dans ton pays. Les Chinois, quand ils vont ailleurs, on leur demande même plus de visa parce qu'ils ont pu incarner une certaine fierté. Ils n'apprennent même pas les langues dans les pays où ils vont, mais ils font des affaires. Et nous qui maîtrisons beaucoup de choses des autres pays, mais comment nous arrivons à implémenter? Il faut que les conditions au niveau social, au niveau politique, au niveau économique changent. Et là, moi, je fais un appel très humble, mais un appel très fort à nos États, à nos décideurs, à ceux qui incarnent le pouvoir politique dans nos pays, à ne pas perdre de vue cette vision. C'est cette vision que ceux qui ont conduit nos pays à l'indépendance avaient. Quand on pense par exemple à Sylvanus Olympio, c'est quelqu'un qui a compris très tôt que tant qu'on sera rimé sur le franc français, on aura tous les problèmes du monde. Ce monsieur a tout fait pour payer la dette extérieure du pays en quelques années. Et il était en train de se préparer pour notre propre monnaie, qui va être rimée plutôt sur le Deutsche Mark à l'époque. Du coup, connaissant le travail des Allemands et leur, comment on peut dire, leur tradition au niveau économique, il a voulu positionner notre pays en avant-garde. Voilà des génies, mais qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce que la France a fait de lui? Donc, moi,
moi, je crois qu'on peut prendre des exemples comme ça. Ce que je dis, il ne faut pas que mais ça quand vous blesse dites la les France gens. tout le temps, mais est-ce que ce ne sont pas les Africains qui livrent leur propre leader Oui, il y a ça aussi. Il y a ce côté, on ne peut pas nier notre responsabilité. Mais vous savez, je vais lire un élément rapidement dans la doctrine sociale de l'Église, le numéro 433 qui dit « La coexistence entre les nations est fondée sur les mêmes valeurs qui doivent orienter celles entre les humains, la vérité, la justice, la solidarité et la liberté. Au plan des principes constitutifs de la communauté internationale, l'enseignement de l'Église requiert que les relations entre les peuples et les communautés politiques trouvent leur juste régulation dans la raison, dans l'équité, dans le droit, dans la négociation, tandis qu'il exclut le recours à la violence et à la guerre, ainsi qu'à des formes de discrimination, d'intimidation et de tromperie. » C'est-à-dire que les relations sont axées sur du faux, la tromperie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous savez, nous collaborons aussi, comme disait tout à l'heure mon frère. Quand on t'installe dans une misère anthropologique, le théologien camerounais Enjambert Ving parle de misère anthropologique, qui n'est pas simplement une misère matérielle. Au point où tu ne connais plus ta valeur, tu peux vendre ton frère. Donc, il y a une forme de paupérisation où on s'est rendu tellement misérable que anthropologiquement, on a oublié que, comme disait tout à l'heure mon frère, l'amour du prochain, je ne peux pas vendre mon frère pour tel poste, pour tel positionnement, pour de l'argent. Parce que c'est avec mon frère que nous pouvons nous coaliser pour réussir ensemble. Vous voyez, donc, il y a tout un travail à faire et l'éducation est capitale dans ça. Moi, je suis très content par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui au Togo en matière d'éducation. Quand nous allons rehausser l'éducation comme priorité des priorités dans notre pays, dans 20 ans, nous aurons un autre Togo où les citoyens vont incarner d'autres valeurs. Oui, il faut du temps. Oui, Segouyou, rapidement, une réaction avant d'aller à la pause. Votre question était la paupérisation, pourquoi on est habitué à tendre la main. Ouais. C'était ça la question. Et en fait, j'avais déjà répondu que la France, c'est pas on, que la France nous a... Parce que nous ne sommes pas les seuls pays colonisés. La France nous a mis dans des situations... Mais d'autres pays colonisés par... francophones, si vous en connaissez un, donnez-moi son nom. Non, je vous dis pas. Colonisé par la France. D'autres puissances ont les mêmes résultats. Je vous donne l'exemple de la Guinée-Bissau, par exemple, qui n'est pas mieux loti que les autres. Mais la Guinée-Bissau, à partir du moment où il fait le toutou, il trotte derrière Macron, son pays ne peut être que dans la galère. Guinée-Bissau, vous parlez de Mbalo? Oui, ben, la dernière fois, il a un peu changé son discours. Je ne sais pas si c'est une ruse qu'il a concoctée avec Macron pour nous abuser, ou bien sérieusement, il est devenu panafricain. S'il est devenu panafricain, il risque de subir ce que Macron a fait subir à Nathalie Yamb, interdiction d'aller en France. Parce qu'il a dit ce que la pauvre dame dit tous les jours. Il a dit ce que nous tous nous disons ici tous les jours. Donc, la mendicité de l'Afrique ne peut s'arrêter que le jour où on cesse de prendre nos minerais gratuitement. On sait, avec la complicité de nos frères et de nos sœurs, mais il faut que ça cesse. Alors, si un président veut lutter contre ça, il risque sa vie. Vous êtes Togolais, phosphate togolais. Le Togo avait combien? En 1958, 1%. Un jour, un des actionnaires vend 19%, le Togo dégaine plus vite que son nombre, achète les 19%, se retrouve avec 20% et ose dire très poliment, gentiment, mes amis, est-ce que ça ne serait pas bien que notre quote-part monte un peu? Bigim, accident de Sarakawa. Dis-moi combien de présidents aujourd'hui sont prêts à risquer un accident de Sarakawa. Marquons une pause pour une édition du journal. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New World Forum. À tout de suite.